À la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les historiens s'intéressaient beaucoup à l'évolution des villes, l'évolution économique d'abord et sociale ensuite, de ces regroupements d'habitants au Moyen Âge. C'était surtout la période du XIIe, XIVe siècle qui intéressait les médiévistes, et parmi ceux-ci, il y a bien entendu le grand médiéviste belge Henri Pirenne. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est intéressé davantage à l'histoire des paysans et à l'histoire des campagnes. Qu'est-ce qu'une ville? Une ville ne se définit pas d'abord, comme on pourrait le penser spontanément, par la proportion, ou plus exactement le nombre d'habitants qui la distinguerait ainsi, cette ville, d'un village. Une ville se définit d'abord par ses fonctions. Mon objectif dans la leçon qui va venir et qui portera sur les villes en Allemagne au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIVe et XVe siècle, ne sera pas tellement de comprendre quelles étaient les activités économiques en milieu urbain. J'ai eu l'occasion de le faire lors de cours précédents. Je vais plutôt m'intéresser à la dynamique qui permet de comprendre comment s'articule d'une part l'organisation sociale et l'organisation politique. Donc finalement, il s'agit d'un sujet très traditionnel qui était traité déjà donc, il y a un siècle. Toutefois, le regard des historiens, à la suite de nombreux travaux, a permis d'affiner un certain nombre de caractéristiques, a permis d'affiner aussi les liens qui unissent donc ce monde social et son organisation politique. Je m'intéresserai plus particulièrement ici aux groupes dominants. J'ai eu l'occasion également de traiter de la pauvreté au XIVe et XVe siècle, plus particulièrement dans les villes, et je n'y reviendrai pas. Ce n'est donc pas par désintérêt, mais il n'est pas possible de parler de tout comme ça en une heure de cours. Qu'est-ce que l'Empire germanique, à l'époque qui nous intéresse? C'est en fait un territoire qui est davantage une confédération plutôt qu'un État, parce que le Saint-Empire romain de la nation germanique est constitué de plusieurs centaines d'États qui ont des formes et des régimes différents. Cela va de la simple ville, qui peut constituer un État, au duché, à une principauté territoriale dont le territoire est assez vaste. Le territoire du Saint-Empire romain de la nation germanique excède de loin l'Allemagne actuelle, puisqu'il comprend le nord de l'Italie, il comprend la Bohême, c'est-à-dire l'État tchèque actuel, il comprend aussi, par exemple, la plus grande partie de la Belgique. Je viens de vous expliquer donc
qu'une ville se définit d'abord par ses fonctions. Sur le plan d'abord juridique, parce qu'il faut bien donner une définition juridique de ce que c'est qu'une ville c'est un lieu où, dit le droit, l'air rend libre. Autrement dit, il y a une différence très nette en ce qui concerne le droit qui, sur le plan territorial, est caractérisé plus particulièrement par des murailles. Mais le territoire d'une ville peut dépasser ces murailles, justement. Une ville se définit par rapport au plus ou moins degré d'émancipation qui la relie à un prince territorial. Une ville, j'allais dire comme tout organisme vivant, mais ce serait faire du darwinisme à bon marché, essaye de conquérir, d'augmenter son propre territoire afin de le dominer. Dans une ville, il y a différents groupes sociaux. Il y a tout d'abord au sommet des riches qui gardent précieusement le gouvernement entre leurs mains et qui ne sont pas prêts à le partager. Nous allons voir comment l'évolution politique se produit du XIIIe au XIVe siècle. Il y a ensuite des marchands, il y a ensuite des artisans, ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle les métiers, groupés en corporations. Il y a enfin, tout en bas de l'échelle, des travailleurs et des pauvres sans emploi. On peut être d'ailleurs travailleur et pauvre, bien entendu. C'est ce que nous allons étudier ici. Une ville, enfin, sur le plan juridique, peut chercher à former une alliance avec une ou plusieurs autres villes dans le cadre d'une ligue, formant ainsi une confédération de villes. Je vous ai dit qu'il serait question, dans cet exposé, essentiellement des dominants. La société, et ce n'est qu'un regard parmi d'autres qui permet de l'envisager, mais il y a des regards évidemment tout aussi pertinents, et peut-être même plus pertinents, mais parmi ces regards, il y a un critère qui peut être utilisé dans la sociologie d'une ville, c'est-à-dire qui appartient à la société civile et qui appartient à la société, je dirais, ecclésiastique. Ce n'est pas tellement le qui ici qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir en quoi les membres de ces deux groupes appartiennent bien aux dominants. La société civile tout d'abord. La société civile comprend deux groupes. D'une part les patriciens et d'autre part ceux qui appartiennent aux métiers. Et parmi ceux-ci, je pense d'abord aux maîtres. Les patriciens, qui sont-ils ? Les patriciens, en fait, appartiennent à de grandes familles bourgeoises, ils appartiennent à l'aristocratie marchande, et un de mes collègues à l'université de Bruxelles, que j'avais interviewé ici même, Paolo, comment il s'appelle encore ah ben ça c'est fort, Charrudech. Enfin, il est d'origine, en tout cas portugaise. C'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça. Charrudech. Et avait expliqué dans un entretien qu'il ne faut pas faire une distinction trop nette entre l'aristocratie et les grands marchands,
car il y a des alliances matrimoniales et il est bien difficile parfois de distinguer les deux. C'était à propos d'un entretien Sharuadesh, je ne sais pas pourquoi, Sharuadesh, ça me revient tout à coup. J'espère que ce n'est pas l'âge qui perturbe ma mémoire, ça me paraît un petit peu tôt. Ça me paraît un petit peu tôt quand même. Et il avait expliqué en tout cas dans cet entretien que ce que je viens de vous dire se vérifiait dans le cas de Bruxelles justement au XIIIe, XIVe et XVe siècle. On trouve également parmi ceux qui appartiennent à ce patriciat, les élites intellectuelles, et ce sont eux qui, au XIIIe siècle en tout cas, participent au conseil, c'est-à-dire au gouvernement des villes. Ce groupe du patriciat se caractérise par un mode de vie particulier, qui se veut le reflet, en grande partie, mais pas seulement, de leur domination sur les autres classes sociales. Ils habitent souvent dans des résidences somptueuses, et comme je viens de vous dire, ils ont le pouvoir en main au XIIIe siècle. À côté du patriciat, et ça doit vous rappeler des souvenirs de l'enseignement secondaire, il y a les métiers. Les métiers qui sont organisés, ou plutôt qui s'organisent en corporation, c'est-à-dire en association professionnelle, liée à l'exercice d'un métier ou d'un groupe de métiers qui s'organisent autour d'un certain nombre d'activités. Donc il ne faut pas imaginer que ces métiers sont hyper spécialisés. Certains métiers peuvent regrouper plusieurs professions, dirions-nous aujourd'hui. Ces métiers sont donc organisés en corporations. Les corporations elles-mêmes visent d'une part à défendre les droits de ceux qui en sont membres, de réglementer la profession, je dirais, comme aujourd'hui l'ordre des médecins ou l'ordre des notaires, également de garantir la qualité des biens et des services qui sont produits. Ils vont de plus en plus vouloir participer au gouvernement des villes. Ces corporations, ces métiers ont aussi une certaine éthique, mais cette éthique s'inscrit tout simplement dans un objectif bien compréhensible et tout à fait logique, qui est de s'entraider à l'intérieur d'une profession. Et dans le courant du XIIIe puis du XIVe siècle, les guildes en Allemagne vont vouloir participer au gouvernement de la ville. Au XIVe siècle, il y a eu tout d'abord, en tout cas au milieu du siècle, une ouverture des corporations, car la peste, comme dans toutes les classes sociales, a décimé beaucoup d'individus, donc les corporations vont devoir s'ouvrir dans un premier temps, mais l'épisode de la peste, qui ne se termine pas d'ailleurs rapidement, car il va y avoir des séquelles, des répétitions, des répliques, comme on dirait dans le domaine de la séismologie. Il va y avoir des répliques dans la deuxième moitié du XIVe siècle de cette peste. Par la suite, il va y avoir une fermeture des corporations
comment dirais-je, dirigée par les maîtres vis-à-vis des compagnons. Donc ce sera de plus en plus difficile d'accéder donc au gouvernement de la ville, donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle, d'autant plus que les guildes se replient sur elles-mêmes. Voilà, ça ce sont, je dirais, ceux qui appartiennent à la société des non-religieux. Donc vous avez d'une part le patriciat qui tient le haut du pavé au XIIIe siècle, et progressivement, à la suite de luttes, parce que ça ne s'est pas fait évidemment spontanément, il y a de nombreux exemples que je pourrais citer dans les Pays-Bas, c'est-à-dire en Flandre, en Belgique, à Bruges, à Gand, à Paris aussi, pensez à Étienne Marcel, pensez également à la lutte des classes à Florence aussi, les Ciompi, ça date de 1376 ou 78, si mes souvenirs sont bons, où là ce sont en fait les teinturiers, donc dans le domaine de la draperie, qui se révoltent parce qu'ils ne peuvent pas accepter d'abord un certain nombre de conditions économiques qui leur sont imposées, mais aussi ils souhaitent participer au gouvernement de la ville. À côté de ça, il y a donc l'Église. L'Église qui est partout présente, ne serait-ce que sur le plan urbanistique. Les églises, les couvents, les fondations religieuses sont partout présentes dans le paysage. Le XIIIe siècle est l'époque de la construction des cathédrales. Je vous rappelle que les premières cathédrales datent de la deuxième moitié du XIIe siècle, et le XIIIe et le XIVe siècle voient les cathédrales pousser comme des champignons. Ce sont les gratte-ciel de l'époque, et gratte-ciel qui veulent vraiment se rapprocher du ciel au sens, j'allais dire, propre, parce que symboliquement, c'est de la lumière, c'est du ciel que provient la lumière qui doit éclairer ces temples chrétiens destinés au culte de Dieu. L'Église occupe pas seulement une place sur le plan urbanistique, mais également une place fondamentale sur le plan spirituel. Quand on dit que le Moyen-Âge fut profondément chrétien, c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas entendre le terme chrétien dans le sens de christianisme profond qui va s'imposer à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, suite au décret du Concile de Trente qui ne cherchait pas seulement à réagir face au mouvement protestant initié par Luther et par Calvin à titre principal, mais qui cherchait aussi, d'ailleurs, comme les protestants, à christianiser en profondeur, car le christianisme était très souvent superficiel, parce qu'il était, entre autres, assuré par des prêtres qui ne bénéficiaient pas de l'instruction requise, et c'est seulement au Concile de Trente qu'on va après le Concile de Trente, que l'on va créer ces fameux séminaires destinés à former de manière très sérieuse, cette fois, les prêtres. Donc, l'Église occupe une place d'autant plus fondamentale qu'elle assure la cohésion sociale. C'est en tout cas l'idéologie dominante, et vous savez qu'une idéologie a essentiellement pour fonction de cacher les rapports conflictuels ou potentiellement conflictuels dans une société en prêchant une concorde des classes. Sur le plan financier, l'Église
possède de nombreuses richesses, car pour pouvoir accéder au paradis, quand on en avait en tout cas les moyens, il était bien vu des autorités ecclésiastiques de faire des dons aux églises, de participer, de contribuer à la construction des églises, des cathédrales aussi bien sûr, plus particulièrement, parce que aider financièrement l'Église, c'était assurer son salut. En versant de l'argent à l'Église, en inscrivant dans son testament un certain nombre de clauses qui, par des dons, permettait à l'Église de disposer de richesses plus importantes, on assurait son salut, puisque on demandait entre autres choses que un certain nombre de prières soient faites, par exemple des prières au moment de la commémoration de l'anniversaire du décès du défunt, et tout cela à une époque où la nécessité d'accéder donc au ciel, au paradis, est une nécessité de type existentiel. C'était une pratique extrêmement répandue à ce moment-là. L'Église joue un rôle de régulateur social. Régulateur social dans la mesure où les dons qu'elle reçoit servent à construire des édifices, à entretenir le personnel qui était extrêmement nombreux, personnel religieux qui était extrêmement nombreux à cette époque-là. C'est devenu... il n'est plus possible de faire une comparaison à l'heure actuelle dans nos villes modernes, mais vous devez vous dire que les rues grouillaient de religieux appartenant à des ordres divers. Il y avait donc des couvents, surtout à partir de la première moitié du XIIIe siècle, dans les villes, les fameux ordres mendiants créés par Saint François et par Saint Dominique. Il y avait donc des franciscains, des dominicains, il y avait toute une série d'ordres qui existaient antérieurement. Il y avait des prêtres, il y avait de nombreux desservants, autrement dit, la religion était, partout présente, puisqu'elle était représentée justement par un personnel très nombreux qui pouvait faire... des chiffres ont été donnés, mais plusieurs dizaines de pourcents dans certaines villes, 20, parfois 30% des habitants étaient liés de près ou de loin donc aux églises. Les prêtres, donc, l'Église, outre de bénéficier de dons pour la construction et pour l'entretien des églises, pour entretenir donc son personnel, pratiquait aussi une mission essentielle fixée par Jésus, par le Christ, au début de l'ère chrétienne, qui est d'être particulièrement attentif vis-à-vis des pauvres et donc d'être charitable. L'Église s'occupe, ou plus exactement le personnel religieux s'occupe également des hôpitaux. Les hôpitaux qu'il ne faut pas comprendre dans le sens que nous utilisons aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres cours aussi. Le terme hôpital vient de hospes en latin qui veut dire hôte. Le terme hôte, hospes, a donné aussi bien le terme hôpital que le terme hôtel, et donc les hôpitaux étaient aussi des hôtels pour personnes nécessiteuses, pour les pauvres, pour ceux qui étaient aussi, troublés sur le plan religieux.
Donc l'hôpital était multifonctionnel, si je puis dire, et jouait un petit peu le rôle d'une sorte de CPAS à cette époque-là. Enfin, c'est un terme qui est propre à la Belgique, donc je m'en excuse, c'est-à-dire les centres publics d'action sociale, voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis l'assistance publique, qui avait été prise en charge à l'époque contemporaine par l'État, mais qui était presque complètement assumée, non pas par les pouvoirs publics, mais par l'Église, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les confréries étaient également très nombreuses à cette époque-là. Elles deviendront d'ailleurs de plus en plus nombreuses au XVIe, au XVIIe siècle. Elles vont être remplacées par d'autres institutions dès le XVIIIe siècle, progressivement d'ailleurs, hein, progressivement, et jouent un rôle fondamental également sur le plan de l'assistance sociale aux personnes nécessiteuses. Toutes ces confréries ont évidemment un saint patron et donc sont d'origine religieuse, même si en font partie des laïcs. Voilà. Vous comprenez donc ici pourquoi j'ai parlé de l'Église comme faisant partie des dominantes. Elle possède une richesse foncière, elle domine idéologiquement les habitants des villes, et enfin et surtout, de son point de vue en tout cas, elle dispose d'immunité, ce qui en fait, je dirais, un membre à part de la communauté urbaine. Immunité tant sur le plan judiciaire, l'Église possède ses propres institutions judiciaires, ses propres tribunaux, et immunité également en matière financière, puisque l'Église ne doit pas payer d'impôts, ou en tout cas la plupart des impôts ne lui sont pas, comment dirais-je, réservés. J'en arrive maintenant, deuxième partie de mon cours, aux institutions politiques. Donc vous vous souvenez que dans mon plan tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais travailler avec vous aujourd'hui, d'une part sur la sociologie des dominants dans les villes, qu'ils soient civils ou qu'ils soient ecclésiastiques, et qu'ensuite on allait voir quelle était la traduction politique de cette sociologie au niveau du gouvernement. Vous voyez qu'il n'a pas été question ici, et volontairement, des dominés, mais on peut les identifier très rapidement, hein. Ce sont les travailleurs, comment dirais-je, les salariés. Le salariat existe à cette époque-là. Les pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont sans emploi, les sans-abri, etc., et qui n'ont strictement rien à dire dans l'organisation politique des villes. Le gouvernement, donc, on va d'abord voir quel type de gouvernement, ou plutôt comment ont évolué les gouvernements de ces villes, qui sont d'ailleurs multiples, mais ils ont un certain nombre de caractères communs. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir quels sont les domaines d'application des décisions des conseils, c'est-à-dire, oui, des conseils municipaux. Ah, nous avons conservé cette terminologie toujours aujourd'hui. D'ailleurs, le terme de commune remonte bien au Moyen-Âge. Alors, question gouvernement. Je vous ai dit que les formes peuvent être multiples et qu'il existe, malgré tout, un certain nombre de caractères communs que je vais traiter ensuite. Les droits urbains sont d'abord très différents. Hein, ils sont très différents, ils sont d'abord liés au rapport plus ou moins étroit que chacune des villes entretient avec son prince territorial. Il y a eu
oui, parce qu'effectivement, la plupart des villes, je dirais même toutes les villes, cherchent à obtenir une émancipation la plus complète possible vis-à-vis de cette tutelle princière. Tutelle princière qui a trouvé à un moment donné tout intérêt, au XIIe siècle principalement, et au début du XIIIe siècle, à accorder des franchises urbaines pour des raisons économiques assez évidentes, car finalement, on sait que l'externalisation et la sous-traitance est un moyen qui, du point de vue du management, est souvent très efficace. Donc pour avoir des impôts plus importants, parce que liés à des richesses nouvelles qui sont produites grâce aux échanges économiques, grâce à l'industrie et au commerce dans les villes, les princes territoriaux avaient tout intérêt à effectivement constituer non pas des zones franches, puisque par définition elles payent des impôts, mais en tout cas des zones qui sont en tout cas franches, je dirais, du droit seigneurial qui est d'application dans les campagnes. Les caractères communs. Sur le plan politique, je vous ai déjà parlé des conseils, ce qu'on appelle au singulier en allemand Rat, R-A-T, et au pluriel Räte, c'est-à-dire R-A, umlaut, donc tréma sur le A-T-E. La question qui se pose tout à fait logiquement est celle de la répartition du pouvoir entre les riches et les moins riches. Et c'est là que se situe donc d'abord essentiellement la lutte des classes. Car la lutte des classes, c'est pas toujours la lutte des petits contre les grands. La notion de domination et de dominer est une notion relative. Évidemment, en bout de course, et Marx et Engels l'ont bien expliqué, les individus se regroupent de telle manière qu'à un moment donné, il y a un groupe, il y a les dominants et les dominés. Mais il y a des dominés parmi les dominants, et il y a des dominants parmi les dominés aussi. Sartre a écrit un texte assez célèbre à ce sujet-là, en parlant par exemple des intellectuels, lorsqu'il dit que les intellectuels sont des dominés parmi les dominants. Donc moi-même, je suis dans la catégorie de Sartre en tant qu'intellectuel, donc un dominé parmi les dominants. Ben oui, je fais partie des dominants, parce que la plupart des dominants sont là pour... comment dirais-je, installer un régime, et ils ont besoin de domination socio-économique, et ils ont besoin des intellectuels pour le légitimer. Mais d'autre part, il y a des intellectuels dont je suis, théoriquement un intellectuel depuis l'affaire Zola est quelqu'un qui se révolte justement contre l'idéologie dominante. Je suis un petit bourgeois et en cela j'appartiens donc à la classe dominante, mais en même temps, en tant qu'intellectuel, je suis dominé parce que ce n'est pas moi qui décide. Donc la classe dominante a tout intérêt à m'instrumentaliser comme fonctionnaire en me fixant par exemple un certain nombre de règles dans l'enseignement, la neutralité, la citoyenneté, l'enseignement de la citoyenneté, qui peuvent avoir leur sens d'ailleurs d'un point de vue philosophique, mais qui ont aussi une fonction idéologique qu'on comprend tout de suite. D'ailleurs, on tape souvent sur les doigts des enseignants lorsqu'ils font apparaître dans leur discours auprès de leurs élèves une orientation politique qui peut être tout simplement, honnêtement, le résultat d'une analyse objective d'une situation donnée, en particulier pour les historiens, les philosophes, les littéraires, surtout. Voilà. Donc, lutte des classes, oui,
entre les riches et les moins riches. Quand je dis les riches et les moins riches, ici, c'est entre d'une part les patriciens, on a beaucoup contesté ce terme qui est emprunté à la société romaine de la République, donc ça remonte, et encore de la République et même de la royauté, qui remonte donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, puisque le terme patricia n'existe plus dans les derniers siècles de la République et sous l'Empire. Et donc, le terme patricia, pour certains, est utilisé de manière abusive sur le plan analogique parce qu'un patricien du XIIIe siècle en Allemagne au Moyen-Âge n'a rien à voir, en tout cas d'une certaine manière, avec un patricien de la Rome du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, à moins de faire de la sociologie à 5 centimes, ou dans le cadre d'une généralisation caractérisée par une philosophie de l'histoire. Ce n'est pas interdit de faire la philosophie de l'histoire, j'en fais aussi, mais qui se base quand même sur un certain nombre d'éléments qui sont... comment dirais-je, justifié et de manière critique dans le cadre d'une analyse historienne sérieuse. Je vous ai donc dit qu'au XIIIe siècle, c'est le patriciat qui domine. Au XIVe siècle, et je me répète au moins pour la troisième fois, ce sont les métiers qui vont s'imposer. J'ai fait référence tout à l'heure à la deuxième moitié du XIVe siècle avec les Ciompi à Florence. On peut distinguer toutefois une différence entre le nord et le sud de l'Allemagne. Quand je dis le nord, c'est plus exactement les régions de l'Allemagne qui se trouvent au nord du Main, M-A-I-N, et d'autre part celles qui se trouvent au sud de ce même cours d'eau. Alors, au nord du Main, on trouve essentiellement dans le gouvernement des villes des grands marchands, des entrepreneurs, alors qu'au sud de l'Allemagne, on trouve parmi les dominants dans les villes essentiellement les métiers, les industriels qui vont donc prendre le pouvoir et avoir le haut du pavé. Quels sont maintenant les domaines dans lesquels s'exerce le pouvoir des règles, des conseils? Il y en a trois. Le domaine des finances, celui de la justice et enfin le domaine militaire. Le domaine des finances, on le comprend pour des gens qui ont une activité économique, et une activité économique tant dans le domaine industriel que dans le domaine commercial. Je viens de distinguer ici les régions du nord et du sud de l'Allemagne. On comprend que ce soit évidemment un secteur tout à fait déterminant. Ce l'est toujours aujourd'hui, comme vous le savez. La question, ou plutôt les questions qui se posent, portent d'une part sur le pourcentage de l'impôt et d'autre part sur, comment dirais-je, le mode de répartition de l'impôt. Dans les faits les plus imposés, et ça n'a rien que de très logique, ce sont les riches. Alors on va trouver peut-être ça un petit peu bizarre que ce soit des dominants qui s'imposent eux-mêmes, mais c'est dû tout simplement au fait que le droit de bourgeoisie n'est pas accordé à tout le monde et qu'ils disposent effectivement de richesses très importantes et que ces impôts, s'ils sont effectivement plus élevés que pour d'autres, eh bien, ils ne représentent finalement que peu de choses, ou en tout cas, ils ne sont pas très lourds pour ceux qui sont imposés. Donc, les riches sont les principaux redevables, avec toutefois une exception notable, c'est le cas du clergé. J'ai déjà expliqué que le clergé dispose d'immunité
hein, sur le plan financier, qui lui permet au fond j'allais pas dire de génération en génération, puisque les prêtres ne sont pas censés se transmettre des gènes, mais en tout cas permet à cette institution, l'Église, ou aux institutions ecclésiastiques dans les villes, de cumuler des richesses qui vont devenir de plus en plus importantes. Deuxième secteur maintenant, après les finances, il y a la justice. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai évoqué cet adage très célèbre que l'on trouve dans tous les manuels: l'air de la ville rend libre, et distingue ainsi un bourgeois, c'est-à-dire un habitant d'un bourg, hein, d'une part d'un paysan qui habite donc à la campagne et qui par conséquent, lui, est soumis à toute une série de redevances, à la corvée aussi, même si celle-ci diminue aussi dans le cadre d'une lutte de classe avec le temps, et d'autre part à des redevances qui d'ailleurs sont, comment dirais-je, payées de plus en plus, de moins en moins en nature et de plus en plus, je dirais, en argent. Les matières judiciaires considérées sont civiles, pénales, mais il y a une originalité particulière des villes par rapport aux campagnes, c'est l'importance du droit commercial. Le droit commercial qui légifère en matière de poids et de mesure, très important pour des artisans et pour des marchands, hein, pouvoir se mettre, qu'il y ait une, comment dirais-je, des normes qui soient fixées contre, je dirais, toute une série d'éléments liés à la production des draps, par exemple, ou d'autres, ou dans le domaine des produits de type métallurgique. Et ceux qui sont justiciables devant la ville, les autorités judiciaires de la ville, c'est-à-dire l'échevinat qui a des fonctions à la fois administratives et d'autre part judiciaires, c'est ça un échevin. Un échevin, c'est à la fois un administrateur et un juge. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. À cette époque-là, ben, vous savez qu'il faudra attendre la Révolution française pour la France, mais il faudra attendre également encore de nombreux siècles pour l'Allemagne, et c'est sous l'influence de la Révolution française, justement, que les choses vont fortement évoluer dans cette partie de l'Europe également. Donc sont justiciables les bourgeois. Je rappelle qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Un bourgeois, c'est bien un habitant d'un bourg, et encore, hein, si vous êtes un mendiant, si vous êtes un sans-abri, vous n'êtes pas un bourgeois. Donc le droit de bourgeoisie n'est pas accordé à tout le monde, il ne suffit pas d'habiter en ville pour être un bourgeois. Donc il y a à la fois un critère d'ordre géographique qui distingue le bourgeois du paysan, mais il y a aussi un critère donc social. Enfin, troisième domaine, après les finances et après la justice, il y a le domaine militaire. Alors, oui, même si vous vous trouvez dans une principauté territoriale, dont le duc, le comte, possède une armée, les villes ont un certain nombre d'obligations et même de nécessités pour pouvoir se défendre. Les villes doivent d'abord construire des murailles, ça c'est du point de vue défensif, et du point de vue, je dirais, offensif, les villes doivent parfois mener, comment dirais-je, lever une armée, pour faire une expédition face à une menace extérieure, une autre ville, un seigneur un peu trop gourmand, par exemple. Les villes doivent aussi veiller à disposer d'armes. Donc la
la métallurgie intervient ici directement, à payer aussi des mercenaires. Donc, qui est un phénomène qui apparaît au XIVe et au XVe siècle. Avant, les mercenaires n'existent pas. Il existait l'ost féodal, et à partir du XIVe et du XVe siècle, en France en particulier, au moment de la guerre de Cent Ans, qui couvre donc, comment dirais-je, en gros, la deuxième moitié du XIVe siècle et la première moitié du XVe siècle, on doit lever donc des mercenaires. Hein. Mercenaires, ça vient de... Il y a le mot merques derrière étymologiquement, qui renvoie à la notion de rétribution et de rétribution financière. Le terme soldat lui-même, qui est, je crois, inventé au bas Moyen-Âge, également renvoie à la notion de solde. On n'est donc plus dans le cadre d'un service gratuit, si je puis dire, qui était prévu par le droit féodal. Pour me résumer maintenant, j'ai essayé, malgré un exposé que je n'ai pas prétendu original, hein, bien sûr, mais dans cet exposé, j'ai voulu mettre en avant un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, qu'une ville ne se définit pas par son nombre d'habitants. Il peut y avoir des petites villes et il peut y avoir de grands villages. Ceci dit, il est clair que la densité de population et le nombre d'habitants jouent un rôle, mais parmi d'autres, et n'est lui-même que l'expression des fonctions économiques, fonctions juridiques, des caractéristiques dans le domaine intellectuel, par exemple création d'universités, dans le domaine religieux, siège d'un évêché, où justement on va construire une cathédrale, c'est-à-dire une église construite autour du siège de l'évêque, de la cathédrale, etc. Ça, c'est le premier élément, en termes de caractéristiques. Ensuite, sur le plan sociologique, j'ai mis en évidence le fait que il y a des très riches dans une ville au XIIIe, XIVe et XVe siècle, qu'au XIIIe siècle, ces très riches, ce sont les patriciens, ceux que l'on appelle par analogie donc à la République romaine les patriciens, et même par rapport à la royauté du VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Tarquins. Voilà, il y a donc d'une part des patriciens, mais qu'il y a une tension entre ces patriciens et d'autre part les métiers qui veulent disposer également de leur part de décision dans la gestion des villes et qui pendant le XIIIe siècle sont donc dominés par les patriciens. C'est une évolution que l'on trouve un peu partout et qui n'est pas spécifique aux villes de l'Empire germanique d'ailleurs, au XIVe siècle, donc dans nos régions, en Belgique, en France, en Allemagne, il y a donc, en Italie bien sûr, il y a donc progressivement donc, la montée ou la prise de pouvoir à la suite de ces luttes sévères depuis le début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle. Donc le XIVe siècle est vraiment une période charnière, je dirais, de la lutte des classes, non pas entre les petits et les grands, mais entre ceux que j'appellerais les riches et les moins riches, hein, à défaut d'être plus précis, c'est-à-dire entre d'une part les patriciens et d'autre part les corporations. J'ai essayé de montrer également qu'il y a une différence sur le plan géographique lorsque nous arrivons au XIVe siècle qui s'opère entre les villes qui se trouvent dans les régions du nord de l'Allemagne, donc
au-dessus du Main et au-dessus, je veux dire au nord, au-dessus c'est pas une notion très rigoureuse, hein, je le concède, au nord du Main et celle qui se situe donc au sud du Main, d'une part au nord des grands marchands, des entrepreneurs, au sud des métiers et des industriels. Ça me paraît quand même relativement important. On voit que le gouvernement des villes, comment dirais-je, porte sur toute une série de domaines, 3 en particulier, le domaine financier, ensuite le domaine judiciaire et enfin le domaine militaire. Donc la ville constitue un milieu effectivement distinct des campagnes, milieu distinct qui toutefois est, comment dirais-je, souhaité, même s'il résulte également de tensions entre, dans le marchandage, si je puis dire, entre un prince territorial et le patriciat des villes, mais qui est profitable finalement aux deux parties. C'est finalement une relation win-win, pour utiliser gagnant-gagnant, comme on dirait aujourd'hui, dans le domaine économique ou politique. Mais surtout, s'il vous plaît, et cela, il y a de nombreux travaux depuis plusieurs décennies, vous savez, moi-même quand j'étais étudiant en histoire, dans les années 70, nous avions un séminaire qui portait justement là-dessus. Il ne faudrait pas exagérer la distinction entre les villes et les campagnes. En fait, ce sont des milieux qui sont complémentaires. Effectivement, il n'y a pas le même droit de part et d'autre, même s'il y a des droits de ville qui s'étendent à un hinterland qui est parfois important. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ville et campagne sont complémentaires. Les villes ont besoin des campagnes comme les campagnes ont besoin des villes. Donc en fait, il ne s'agit pas comment dirais-je, de milieux hétérogènes les uns l'un par rapport à l'autre. Non, la croissance de la ville ne s'explique que parce qu'il y a le plat pays, il y a les campagnes qui l'alimentent, pas seulement d'ailleurs sur le plan de l'alimentation, mais aussi de la nourriture, mais aussi dans toute une série de produits qui vont être traités, qui vont être travaillés dans les villes. Hein. Vous parlez de la draperie, donc les moutons. En ce qui concerne la métallurgie, c'est la même chose, c'est toute une série d'autres secteurs. Et inversement, la ville elle-même, comment dirais-je, travaille en symbiose avec la campagne. Voilà, j'aurai d'ailleurs bientôt l'occasion, mais pour une période bien postérieure, de montrer les liens, je dirais presque fusionnels dans certains cas entre campagne et ville, mais là il s'agit de la France du XVIIIe siècle. Donc il s'agit d'une époque qui est postérieure quand même de 4 siècles, hein, en gros. Donc il ne faut quand même pas faire d'anachronisme. Mais c'est pour vous montrer que cette distinction, cette dichotomie que l'on fait trop souvent ne reflète pas la réalité. Il y a de nombreux travaux qui l'ont montré, et en particulier mon collègue, là, Paolo Charuades, qui l'a montré dans sa thèse doctorat sur Bruxelles du 11e au 13e, 14e siècle, au 13e siècle. Quelques livres. Tout d'abord de Michel Paris. J'ai ici devant moi la 2e édition de son livre « Allemagne et Empire au Moyen-Âge » chez Hachette dans la collection Carré Histoire. De Francis Rapp, « Les origines médiévales de l'Allemagne moderne » de Charles IV à Charles Quint, c'est-à-dire Charles V en Empire, donc de 1346 à 1519, donc ça couvre tout à fait la période que j'ai traitée ici. Ouvrage paru chez Aubier dans la collection historique.
Alors maintenant, des ouvrages sur la ville médiévale, histoire de l'Europe urbaine, sous la direction de Jean-Luc Pinol. Le volume consacré à la ville médiévale a pour auteur Patrick Boucheron, auteur très à la mode, médiéviste, je dirais, qui pratique la nouvelle histoire, si je puis dire, spécialiste de l'Italie, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, surtout de la fin du Moyen-Âge, et Denis Mangeot, qui lui est plutôt spécialiste de l'Espagne médiévale. Voilà, ça a paru dans la collection Point Histoire. La ville au Moyen-Âge, c'est un ouvrage plus ancien de Jacques Heers, dans la collection Pluriel chez Hachette. Et alors un ouvrage qui fut un classique parmi bien d'autres, parce que ce fut sans doute le plus grand médiéviste de son temps. Il y avait aussi quelques grands médiévistes en Allemagne et en France à cette époque-là, mais Henri Pirenne est vraiment un très très grand médiéviste qui a écrit, publié plutôt Les anciennes démocraties des Pays-Bas. Je rappelle que les 3/4 de la Belgique faisaient partie au Moyen-Âge du Saint-Empire romain de la nation germanique. Et Henri Pirenne donc a traité dans ce livre-ci de ce qu'il considérait comme des démocraties, mais en fait il ne s'agissait pas vraiment de démocratie, de nos régions, c'est-à-dire les anciens Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique, si vous voulez, en gros, sauf que ça s'étend au-delà du Saint-Empire romain, donc au-delà de la Lys, en gros, hein, ou de l'Escaut plus exactement, c'est-à-dire le comté de Flandre qui fait aujourd'hui partie, pour moitié en tout cas, puisque l'autre partie se trouve dans la France moderne, en Belgique, et qui à l'époque faisait partie du royaume de France. Mais tout le reste de toutes les autres principautés belges, entre guillemets, faisaient partie du Saint-Empire romain de la nation germanique. Et c'est à ce titre-là donc que je vous montre ce classique, voilà, qui était déjà dépassé quand j'étais étudiant, mais qui, parce que je ne suis quand même pas aussi vieux que ça, hein, mais qui malgré tout a marqué des générations, en tout cas au moins deux générations de médiévistes dans mon pays. Alors, de Fernand Vercauteren, Lutte sociale à Liège, XIIIe et XIVe siècle, publié à la Renaissance du livre. Liège, la principauté de Liège faisait partie du Saint-Empire romain de la nation germanique. Aujourd'hui, Liège se trouve à l'est de la Belgique, n'est plus en Allemagne, mais donc c'est à ce titre-là aussi que je vous montre ce petit livre dans ce qui était à l'époque une excellente collection dont les auteurs étaient tous les ténors, les grands maîtres de l'université belge. J'ai dit